Tout a commencé un mercredi matin, le 4 mai 2025. La reine Élisabeth II avait été inhumée 3 ans plus tôt lors de funérailles nationales suivies par des millions de personnes à travers le monde. Pour beaucoup, ce chapitre de l'histoire s'était discrètement refermé. Les fanions du matin avaient été retirés, les guirlandes de crêpes noires rangées. Et bien que le deuil persistât dans certains recoins du palais, les affaires de la monarchie avaient repris presque par obligation. Mais en coulisses, quelque chose de terrible s'était produit, quelque chose qui avait le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car la suite est à ne pas manquer. Conformément à la tradition royale, les effets personnels de la défunte reine, notamment ses bijoux, ses documents privés, ses lettres manuscrites et certains objets de famille devaient être conservés sous haute sécurité pendant une période de 99 à 100 ans. Ces biens devaient être gérés en tant que propriété historique et souveraine. Cette période de conservation est garantie par le fonds de dotation de la collection royale et les statuts du palais protégeant ainsi l'héritage de la défunte monarque de toute divulgation publique ou revendication familiale, au moins jusqu'à la date prévue. Je trouve ce travail formidable et je remercie tous ceux qui ont contribué ainsi que tous les autres bénévoles. En réalité, cela se serait produit dans plusieurs décennies. Et pourtant, en ce paisible mercredi matin, Donald Walton, le trésorier royal, s'est présenté à l'improviste au palais de Buckingham avec un rapport inquiétant. Selon lui, une grande partie des biens de Sa Majesté défunte avaient disparu. Parmi ces objets figurait la broche en saphir du jubilé que la reine Anne portait durant ses 65 ans de règne, le collier de perles à 2 rangs qu'elle arborait aux funérailles de la princesse Diana en 1997 et plus troublant encore, 2 journaux intimes manuscrits connus de quelques initiés seulement qu'elle a tenus pendant les heures les plus sombres du confinement liées à la COVID-19 contiennent notamment des lettres adressées à ses héritiers. Lorsque le rapport parvint entre les mains du prince William et de la princesse Anne, le calme était rompu au palais. Il ne s'agissait pas d'une simple infraction, mais d'un scandale en devenir. La première action fut rapide. William et Anne convoquèrent M. Donald dans une salle de briefing sécurisée, celle-là même qui servait souvent à la planification en temps de guerre. Anne, assise droite et sévère, ne perdit pas de temps. Monsieur Walton, dit-elle, en croisant les bras, depuis combien de temps ces documents sont-ils sous votre supervision directe? Depuis 2 ans. Septembre, Votre Altesse royale, répondit Donald, visiblement ébranlé. Tout était scellé et doublement enregistré. Rien n'avait bougé. William se pencha en avant. Alors, comment expliquez-vous la disparition de 3 trésors personnels de la reine? Donald ajusta ses boutons de manchette d'une main tremblante. Monsieur, je suis désemparé. Je ne peux que supposer qu'il s'agit d'une violation délibérée, mais je vous jure, sur tout ce que vous voulez, je ferai tout mon possible pour découvrir le coupable. C'est un affront pour nous tous. C'était une réponse convenable. Mais à Buckingham Palace, la bienséance ne suffisait pas. Lorsque la nouvelle parvint à son bureau privé, Charles se leva lentement, mais sûrement de son fauteuil en cuir, enlevant la couverture qui recouvrait ses genoux. Son visage était pâle, mais sa voix était d'acier. « Il ne s'agit plus de Babiole, dit-il à son aide. Il s'agit de l'héritage de ma mère et du mien. » Il convoqua de nouveau M. Walton, cette fois dans ses appartements privés. « Vous ferez ce que vous devez, dit Charles d'une voix calme. Mais comprenez bien ceci, toute tentative de dissimulation, d'atténuation ou de politisation de cette affaire sera considérée comme une trahison. Ons imamogis des saints. Trouvez vite qui a fait ça. Donald s'inclina et partit visiblement bouleversé. Insatisfait, Charles convoqua un conseil privé. Ce soir-là, à 6 heures précises, 4 d'entre eux se réunirent dans la salle de crise royale, le prince William, la princesse Anne, le prince Edward et la reine Camilla. Seuls les membres du personnel de confiance étaient autorisés à entendre la conversation, et même eux durent prêter serment de garder le silence. Ce qui se produisit lors de cette réunion changea tout. Restez à l'écoute, lança Charles en guise d'introduction. « On a touché au bien privé de la reine, déclara-t-il d'un ton sec. Je veux des réponses
Pas de la presse, pas de la cour, mais de nous. Un long silence suivit ces mots. Camilla, assise à la droite du roi, le rompit. « Alors peut-être devrions-nous commencer par le trésor lui-même » dit-elle d'un ton suave. « Avons-nous envisagé l'évidence que M. Walton ait pu avoir des complices ou des motivations? Suggérez-vous qu'il les a volés » demanda Edward en clignant des yeux. « Dis simplement qu'il ne faut pas exclure cette possibilité » répondit Camilla. « Vous me demandez d'interroger publiquement le trésorier royal. » La voix d'Anne se fit sèche. « Absolument pas. Pas après ce qui s'est passé avec Margaret Stafer en 1989. Une fausse accusation qui a failli lui ruiner la vie. Personne au sein de la famille royale n'oserait prendre ne serait-ce qu'une épingle. Je suis d'accord, ajouta Edward. Nous devons agir avec prudence. Si nous accusons l'un des nôtres et que l'information fuite, cela déclenchera une nouvelle tempête. Un silence pesant s'installa. Finalement, Charles acquiesça. Il était clair qu'il avait pris sa décision. Nous laissons le Trésor mener discrètement son enquête interne, mais nous menons la nôtre sous l'autorité royale. Elle me fera rapport directement et personne en dehors de cette pièce n'en sera informé. À 17 heures précises, Charles convoqua Sir Clement Mallister, directeur de la sécurité royale, dans son bureau personnel. Homme aux décennies d'expérience dans le renseignement, Clément avait servi sous les ordres de la reine et de l'ancien premier ministre lors de crises internationales. Seules 3 personnes étaient présentes, Clément, Charles et Camilla. Charles se tenait près de la cheminée, vêtu simplement d'un cardigan bleu marine et d'un pantalon gris. Camilla était assise à l'écart silencieuse, mais attentive. Clément dit « Charles, nous avons une brèche de sécurité majeure et nous ne pouvons plus nous fier à la hiérarchie habituelle. » Je vous nomme à la tête d'une enquête privée sur la sécurité royale. Discrétion absolue. Vous ne ferez de rapport qu'à moi. Il lui raconta alors toute l'histoire. Clément acquiesça d'un signe de tête sec. Bien compris, Votre Majesté. Calendrier première saisie conclusion sous 10 jours, rapport complet en 30 secondes. Et si je découvre des vérités gênantes? Demanda Clément. Le visage de Charles se durcit. Alors nous les affronterons quelles que soient les personnes impliquées. Le lendemain, jeudi 5 mai 2025, l'affaire était partout. Les médias britanniques et internationaux étaient inondés de titres alarmistes. Bijoux royaux disparus, crise au palais, les trésors de la reine Élisabeth envolés, la mère de Buckingham, où sont passés les bijoux et qui les a volés. Et comme toujours, Internet s'est enflammé. Les théories du complot ont fleuri comme des champignons. Coups montés, manœuvres politiques, ou pire tentative de dissimulation, le public réclamait des réponses. La situation est devenue si critique qu'en une seule matinée, Donald Walton a tenu 7 conférences de presse, toutes plus désespérées les unes que les autres. Son ton devint d'abord défensif, puis erratique, puis vide. Bientôt, la presse cessa de le croire. Certains se moquèrent même de lui. Cet homme est même incapable d'attacher une broche, lança un titre sarcastique pour tenter de sauver la situation. Applaudissements. La famille royale envoya le prince William. Il parut calme et lucide. Devant les caméras devant Clarence House, il fit une déclaration. L'affaire fait l'objet d'une enquête approfondie menée par les autorités royales internes et externes. Le responsable sera identifié et appréhendé. L'héritage de Sa Majesté sera protégé à tout prix. Il s'inclina. Il partit. Aucune question ne fut posée. Mais ce n'était pas ce que le public attendait. Il ne réclamait pas de dignité. Il voulait des noms. Pourtant, derrière les murs du palais, la pression ne cessait de croître. Le délai de 10 jours fixé par le roi Charles pour les conclusions préliminaires s'écoulait à toute vitesse. 3 jours s'étaient écoulés. Il n'en restait que 7 et toujours aucune réponse. Donald devait éplucher chaque page des registres et de l'inventaire du trésor. Rien d'irrégulier, aucun document manquant. Sur le papier, tout semblait parfait, sauf que Sir Clement Mallister, portant désormais le poids de la couronne sur ses épaules, avait interrogé tous les officiers du Trésor royal, y compris Donald Guards, commis et assistants. Absolument tout le monde.
Mais rien n'y faisait, rien ne bougeait, aucune empreinte digitale, aucune alarme, aucun dysfonctionnement. Le palais était hermétiquement fermé et pourtant les bijoux avaient disparu. Alors qui les a volés? À suivre. 7 jours se sont écoulés depuis le début de l'enquête. Ce soir-là, alors que le palais se vidait pour la nuit, Sir Clement resta dans son bureau vitré au fond de l'aile est. Le soleil filtrait à travers les fenêtres. La lumière était faible. Il examinait les dossiers encore et encore. Tout menait à rien. Au moment où il allait fermer, il appela son équipe de 7 personnes. « Rejoignez-moi dans le hall des archives dans 20 minutes », dit Clement dans le talkie-walkie. « On ne rentre pas tant qu'on n'a pas une piste. » Ils se réunirent dans un sous-sol sans fenêtre sous Buckingham Palace, une longue pièce en béton tapissée d'armoires métalliques et d'écrans de surveillance. Ils passèrent en revue chaque feuille de présence, chaque registre de service et chaque rapport de relève. Rien ne se passa jusqu'à 2 heures, 3 heures, à laquelle l'incident se produisit. Une nouvelle recrue Donna était assise en tailleur par terre, son ordinateur portable en équilibre sur les genoux, murmurant à voix basse. « Attendez, il y a quelque chose qui cloche, » dit-elle en se penchant en avant, puis elle se leva, et elle courut. « Clément » cria-t-elle, « vous allez vouloir voir ça. » Tout le monde se rassembla lorsqu'elle désigna une feuille de registre scannée. « Ouais, c'est ça, on va regarder l'entrée de ce gardien. » 27 avril 2025. Il a pointé à 3h49, mais son service ne devait commencer qu'à 6h. Et il n'y a pas de rapport de fin de service, pas de suivi, pas de remarque, rien. Son nom? Demanda Clément soudainement réveillé. R. Halton. Robert Halton. A-t-il été interrogé? Il faisait partie du premier groupe, dit un autre membre de l'équipe en feuilletant les dossiers. Mais il n'a rien dit d'inhabituel. Il a passé le contrôle de sécurité sans problème. On a raté quelque chose, murmura Clément. Réveillez tout le monde. Le vendredi 12 mai à 8 heures, Clément avait déjà appelé l'agent Donald. Il me faut le profil complet et la fiche de contact de Robert Halton. Halton, répéta Donald. Bien sûr. Un instant. 2 minutes plus tard, la voix de Donald reprit calme mais curieuse. Oui, je l'ai. Robert Halton, 10 ans de service. Casier judiciaire vierge. Pourquoi il est convoqué pour un interrogatoire ce matin? Compris. Dois-je le prévenir? Non, répondit Clément. Je le ferai. Plus tard dans la matinée, Halton fut amené discrètement. La pièce était vide. Une simple chaise, un enregistreur. Clément et Donna étaient assis en face de lui. Robert commença. « Clément, nous avons examiné vos registres. Dites-nous ce qui s'est passé le matin du 27 avril. Vous vous êtes présenté au travail près de 2 heures en avance. » Halton cligna des yeux. Son regard fuyait. Il se remua sur sa chaise. « J'étais juste en avance. Je suis entré, j'ai fait le tour des couloirs ma ronde. Avez-vous rédigé un rapport? J'ai oublié. J'étais fatigué, je suppose. Vous dites que vous avez oublié le protocole après 10 ans de service. » Halton semblait acculé. « Nous pouvons vous suspendre, » ajouta Donna. « Vous retirer votre insigne et même vous faire inscrire sur les listes de sécurité nationale. » Ces mots brisèrent toute résistance. Puis il prononça les mots qui choquèrent tout le monde. « Continuez à regarder pour découvrir la suite. »« D'accord. D'accord, dit-il, la voix brisée. Écoutez, je ne savais pas que ce que je faisais était mal. On m'a dit que ça venait de la couronne. Je le jure sur le traitement de ma femme. Je ne l'aurais jamais fait autrement. » Clément resta impassible. « Qui vous l'a dit? Je ne sais pas. J'ai reçu un appel. Aucun nom, juste une voix. On m'a dit que c'était une instruction urgente d'en haut. Un ordre royal. Vous voulez qu'on croie que quelqu'un vous a appelé, vous a dit d'aller au trésor et que vous l'avez fait comme ça? Ils connaissaient mon nom, mon horaire, l'école de ma fille. Ils m'ont offert une somme suffisante pour payer le traitement du cancer de ma femme. Et ils ont dit que c'était autorisé. » Un long silence s'installa dans la pièce. Puis Donna posa la question. Personne n'a osé demander. Ont-ils mentionné un nom, une fonction? Halton marqua une pause, puis déglutit difficilement. Mais n'ont donné aucun nom, juste le numéro, je vous jure. À ce moment-là, Clément se pencha, en avant les yeux plissés.
Robert dit-il d'un ton ferme. Pouvons-nous consulter votre historique d'appel de ce jour-là? Robert acquiesça pâle et vaincu. Bien sûr, tout y est. 27 avril 3h22. Vos êtes den Stedbrit. Numéro inconnu. C'est à ce moment-là qu'ils ont appelé. Clément fit signe à Donna, qui consulta l'historique des appels. Le numéro y figurait. Une ligne non enregistrée, mais active. Sans perdre une seconde, ils appelèrent. Une jeune voix féminine répondit, calme et posée. Elle dit « Bonjour. Ici le chef de la sécurité, Monsieur Clément Mallister, dit-il en s'identifiant. Qui ai-je à l'appareil? » Il y eut un silence, puis un léger clic. L'appel fut coupé. Donna était déjà en train de le localiser. Quelques minutes plus tard, ils obtinrent une position GPS. L'appel provenait de Buckingham Palace. Clément sentit un frisson le parcourir. Ça venait de l'intérieur. Donna acquiesça lentement. Oui, il ne s'agissait pas d'une opération extérieure. Quelqu'un ici même avait passé cet appel. C'est à cet instant que Clément comprit que l'affaire le dépassait largement. Elle avait été orchestrée depuis une position de pouvoir, par quelqu'un qui savait contourner le protocole. Quelqu'un capable de manipuler un garde loyal dont l'épouse était malade, et ce, au nom de la couronne. Il savait ce qu'il devait faire. Il alla directement voir le roi. Et c'est là que les choses deviennent plus intéressantes. Ce même vendredi à 16h30, Clément se tenait devant le roi Charles dans son cabinet de travail visiblement troublé. La tension était palpable. Charles leva les yeux de son bureau où ses lunettes reposaient sur un dossier relié en cuir. « Qu'avez-vous découvert » demanda-t-il d'une voix basse mais ferme. « Votre Majesté » commença Clément. Puis il relata l'enquête en détail avant de déclarer « Nous avons retracé l'appel qui a ordonné à Robert Halton de forcer le coffre-fort. » L'appel provenait de Buckingham Palace. Charles se figea la mâchoire serrée. « Vous en êtes certain? »« Tracé et confirmé, monsieur. Aucune intrusion, aucun faux numéro. L'appel a été passé d'ici. Et monsieur, nous pensons qu'il était délibéré peut-être pour financer ou dissimuler quelque chose. » Le roi se détourna, fixant la pelouse du palais par la fenêtre. Longtemps, il resta silencieux. Puis, il parla d'une voix douce. « Personne d'autre ne doit le savoir. Pas encore. »« Je suis d'accord, » répondit Clément. « Mais s'il s'agit d'un acte interne, nous ne pourrons peut-être pas nous fier au protocole. Je suggère une autre approche qui évite l'attention des médias. Que suggérez-vous » demanda Charles en se retournant. Clément s'avança. « Faites inspecter discrètement chaque résidence et chaque chambre par les femmes de chambre de la famille royale. Pas d'uniforme, pas de presse, pas de soupçons. Nous les brieferons avec soin seulement les plus dignes de confiance. » Charles réfléchit, puis acquiesça lentement. Et la récompense promettait-leur une reconnaissance, une distinction royale. Faites en sorte que le risque en vaille la peine. « C'est fait, » dit le roi. Le soir même, une réunion privée fut convoquée. Toutes les femmes de chambre, les valets et les serviteurs de confiance des membres les plus importants de la famille royale furent rassemblés dans la chambre souterraine de l'aile Est. Le roi Charles en personne prit la parole. « Je vous parle non seulement en tant que votre souverain, dit-il, mais aussi en tant que fils en deuil de sa mère. Son héritage a été terni. L'un d'entre vous peut contribuer à le restaurer. Si vous trouvez quoi que ce soit, vous devez en informer directement, Sir Clement, et je vous promets au nom de la couronne que votre loyauté sera honorée. » Les recherches commencèrent immédiatement et discrètement. Chaque femme de chambre se déplaçait dans ses appartements respectifs, comme une ombre silencieuse et invisible. Pendant 2 jours, rien ne fut découvert. Chaque membre de la famille royale fut traité de la même manière, William, Anne, Edward et même Charles. Mais le dimanche 14 mai au soir, un événement se produisit. Eleanor Hartridge, une des femmes de chambre du palais affectée à l'aile privée de Camilla, se présenta à Clément. Essoufflée et pâle, elle dit « Je crois avoir trouvé quelque chose dans la chambre de la jeune Eliza. » Eliza, répéta Clément, la petite fille de Camilla.
Oui, monsieur. Elle se trouvait dans un coffret à bijoux en forme de lapin caché sous son armoire. C'était la broche du jubilé de saphir, l'une des pièces qui, selon les témoins, avait disparu de la collection de la reine. Et Eleanor la lui tendit de main gantée. Moins d'une heure plus tard, l'authenticité de la broche était confirmée. Elle était bien réelle et n'avait pas quitté le coffre depuis la mort de la reine. Clément et le roi restèrent silencieux penchés sur elle. Une seule personne aurait pu y avoir accès et la transmettre. Clément dit « Reine Camilla, faites-le venir », ordonna Charles. Camilla arriva 20 minutes plus tard vêtue d'un manteau vert foncé et de perles. Elle entra dans la chambre privée où Charles Clément et Donna l'attendaient. « Charles, dit-elle d'un ton léger. De quoi s'agit-il? » Le roi ne répondit pas. Il désigna la broche posée sur le plateau de velours. « Assoy. Trouvé dans la chambre d'Eliza, » déclara Clément d'un ton neutre. « Quant à l'appel qui a ordonné à Halton d'accéder au coffre, nous l'avons retracé. Henri. L'appareil se trouvait dans son aile, dans la même pièce où nous avons trouvé la broche. » Camilla ne broncha pas. Elle fixa l'objet, puis Charles. « C'est absurde, dit-elle. Vous croyez que j'ai demandé à quelqu'un de voler dans le coffre de votre mère et de le cacher chez ma petite-fille? Personne d'autre n'aurait pu y avoir accès. » Camilla, dit Charles d'une voix grave. « Ce n'est pas une simple accusation. C'est une trahison. C'est un complot. » Elle rétorqua. « Quelqu'un veut salir ma famille. C'est politique. Ça l'a toujours été. Vous n'avez jamais fait confiance à m'aligner. Alors dites-nous, dit Clément, qui aurait voulu faire une chose pareille. Qui d'autre en avait les moyens, l'accès et le mobile? » Camilla resta silencieuse. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. À cet instant, Camilla savait qu'elle n'avait plus rien à cacher. Les preuves étaient trop précises, la piste trop claire. Mais même alors, elle n'était pas prête à se sacrifier. Pas complètement. Elle se redressa, regarda le roi Charles droit dans les yeux et déclara calmement mais fermement « Je ne l'ai pas volé. » J'ai pris ce qui m'avait été promis. De son vivant, ma mère me disait elle-même « Ce bijou serait à moi un jour. » Alors pourquoi le garder enfermé? Pourquoi attendre? Je ne faisais qu'honorer sa parole. D'ailleurs, Kate et Meghan possèdent beaucoup de bijoux de Diana. Pourquoi pas celui-ci? Un silence pesant s'installa. Aucun membre de la famille royale ne bougea. L'atmosphère devint pesante, mais Charles resta insensible. Son regard fatigué et perçant scruta le sien à la recherche de la vérité et y trouva autre chose, une justification, non du remords. Avec une force lente et délibérée, le roi Charles convoqua les membres les plus importants de la maison royale et annonça devant eux ce qui allait devenir l'une des décisions royales les plus controversées de ces dernières décennies. Il démit Camilla de ses fonctions cérémonielles, de ses titres et de tout droit futur sur les biens royaux pour elle ou sa famille. Cette monarchie, déclara-t-il, est fondée sur le service et la confiance. Si nous perdons cela, nous perdons tout. Le soir même, la nouvelle se répandit. Il paraissait visiblement épuisé, mais restait calme, assis derrière son bureau, les armoiries royales en arrière-plan. « Mes chers compatriotes britanniques, » commença-t-il au sujet des bijoux royaux disparus. « Il est vrai qu'ils ont été retrouvés en possession d'un membre de ma maison. Cette personne a désormais subi les conséquences prévues par notre code royal. Ce n'est pas un moment de réjouissance, mais un devoir accompli. » Il félicita ensuite tous ceux qui étaient en charge de l'enquête, et ce fut tout, bien que ce fût l'un des messages les plus difficiles qu'il ait jamais transmis, et peut-être la décision la plus douloureuse qu'il ait jamais prise, c'était aussi la plus importante. Car parfois, donner l'exemple et laisser un héritage de responsabilité compte plus que de préserver l'amour. Et surtout, la couronne doit toujours passer avant tout. Alors que pensez-vous de la rupture choquante entre la reine Camilla et le roi Charles Justice? A-t-elle vraiment été rendue ou cette saga royale cache-t-elle quelque chose? Partagez votre avis dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à notre chaîne. Cliquez également sur la vidéo suivante pour en profiter pleinement.